Cordial bonjour à tous! Je suis ravie de vous retrouver pour cette thématique fascinante car c'est en compulsant les titres potentiels sur le sujet dans ma mangathèque que j'ai constaté que ces êtres fabuleux, aussi craints que vénérés, apparaissaient dans pas mal de mes mangas. Dénotant une appétence personnelle sur le sujet, autant qu'une inspiration débridée et légitime chez les artistes. Car oui, j'ai dû être dragon dans une autre vie pour rechercher leur compagnie et me complaire à leur côté, savourant leurs aventures. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, cela doit être également votre cas. On va d'abord faire un précis rapide dessus, ensuite on va diviser l'analyse en plusieurs temps. Les dragons qui ne font qu'apparaître dans certains titres et ceux qui en sont pleinement le sujet. C'est parti! Les dragons sont connus des hommes depuis la nuit des temps, depuis les premières civilisations, et ce, dans toutes les cultures de par le monde. Ils étaient perçus de façon diamétralement opposée entre Occident et Orient, maléfiques d'un côté, déifiés de l'autre. L'Afrique aurait dû être leur première adresse. Liés aux phénomènes météorologiques, les hommes y trouvaient sans doute un support explicatif à des manifestations naturelles terrifiantes. Le dragon commença à être figuré dans une tombe mongole du néolithique. La dimension religieuse prend sa source en Égypte, passe par l'Empire romain pour arriver jusqu'à l'Occident où il devra être terrassé en bonne et due forme par des pseudo-héros sous la bénédiction du culte en vigueur. Le dragon asiatique est beaucoup plus aérien et est associé aux forces de la nature dont il est le gardien. En Amérique du Sud, le Quetzalcoatl, leur serpent à plumes, s'en rapproche fortement. Depuis toujours, le dragon est l'objet de fantasmes et d'inspirations littéraires très présents dans les folklores et est aujourd'hui un incontournable de la fantasy qui nous amène au manga où il foisonne. On va débuter avec une trilogie un peu vintage que j'ai depuis longtemps et que j'ai bien aimée. Assez simple dans sa conception, mais le dessin est magnifique et c'est hyper romantique. Je veux parler des dragons que l'on trouve dans Tenno Ryu de Sumomo Momo, paru à l'époque chez Taifu Comics. On suit Sakura qui vit avec son frère et sa sœur Takara et Taba. Tout se passe bien jusqu'au jour où il lui avoue l'avoir recueillie après un accident de voiture. Elle était à l'agonie et ils ont demandé à un dragon de lui offrir son fruit comme un arbre de vie pour lui laisser la vie sauve. De fait, il lui révèle également leur véritable nature. Là-dessus, Takara et Tama sont enlevés et c'est pile à ce moment-là que Sakura fait la connaissance de Yoyami, le mystérieux dragon qui lui avait offert son fruit étant enfant. Celui-ci l'amène jusqu'à l'académie Ryuki Fuchi où sont retenus ses frères et sœurs. Un bel appât pour la jeune fille. Sakura se confronte directement avec le directeur. Mais ayant absorbé le fruit depuis l'enfance, elle ne peut pas le restituer tel quel pour faire une monnaie d'échange. Cependant, il lui propose d'intégrer l'académie en attendant de trouver une solution viable. Un établissement pas comme les autres puisqu'on y trouve des élèves yokai et des dragons qui sont les princes de cette hiérarchie. Dès le départ, ça fait des étincelles avec les princes et Sakura ainsi que le reste des élèves. J'ai trouvé un nombre assez conséquent de situations rocambolesques, un peu exagérées, mais c'est assez amusant à lire. Les traits de caractère de certains personnages sont assez poussés. Quant à Yoyami, il est assez réservé et mélancolique, mais on le sent très attaché à Sakura
Est-ce parce qu'il lui a donné son fruit ou... Bon, en tout cas, il ne se montre pas à l'académie et la rencontre à l'abri des regards. C'est un shoujo 100% année 2000. Il date d'ailleurs de 2007. Mais ça se laisse agréablement lire, sachant que c'est une petite trilogie. Le dessin est très joli, ça se lit sans prise de tête. J'ai une affection particulière pour ce titre, mais en revanche, il n'est plus commercialisé. On a commencé par celui-ci, mais les autres sont tout à fait disponibles à la vente et il est conseillé à partir de 11 ans. Donc là, du coup, je vais vous montrer quelques images pour vous faire une idée. Si jamais vous tombez dessus sur le marché de l'occasion, bah écoutez, faites-vous plaisir parce qu'il est sympathique. À l'époque, je l'avais acheté 4,50 €. Ça n'existe plus. Voilà, il y a des histoires parallèles. Voilà, une petite héroïne qui a du répondant, qui essaye de s'en sortir, qui est complètement larguée dans cette école élitiste, mais qui est quand même bien soutenue par son cher dragon. Voilà, donc ça se lit agréablement. On retrouve très bien le dragon qui est en lien avec les éléments, hein. C'est très clair, c'est vraiment très marqué. Voilà, c'était Ten no Ryu. Dans Glouton et Dragon, le dragon est l'objet de la quête. C'est un dragon écarlate qui ne fait pas de cadeaux et en plus il a l'outrecuidance d'avaler la sœur mage du héros, le paladin nommé Laios. En pleine débandade, Ferine, la demoiselle boulottée, renvoie son frère et ses compagnons hors du donjon où ils grenouillaient. C'était là son dernier acte héroïque. Mais son frère n'a pas dit son dernier mot et tient absolument à y retourner et à la sauver des entrailles de la bête, quitte à rogner sur les frais principalement de bouche. C'est au premier niveau de ce donjon infernal qu'ils vont rencontrer Senshi, un maître nain bien habitué des lieux. Également maître que, fin gastronome, il leur apprend à cuisiner les monstres du donjon. Voilà comment on fait une pierre deux coups et on descend à leur côté de plus en plus profondément dans les entrailles du donjon jusqu'à arriver au 5e niveau où se planque le dragon écarlate et tenter de sauver Farine, ou du moins ce qu'il en reste. J'ai bien aimé ce shonen d'heroic fantasy basé sur la gastronomie de monstres. C'est bien trouvé, il y a aussi un chouïa de philosophie shintoïste en la personne de Senshi qui veille toujours à garder l'équilibre de l'écosystème du donjon qu'il connaît bien face à l'elfe Marcille, toujours prompte à utiliser sa magie et qui fait un peu office de rouleau compresseur peu subtil. Mais c'est avec l'expérience qu'on grandit et apprend. Gourmet, gourmand, voire glouton, Laios prendra quelques risques gastronomiques. Tilshak, le plus jeune de la bande, a quelques réserves mais suit quand même le mouvement. L'autrice Ryoko Kui a une bonne connaissance des jeux de RPG et se focalise sur la gestion du ravitaillement et de la survie à proprement parler, qui sont primordiales pour survivre en ce milieu hostile. Un donjon raté est une banqueroute. Le manque d'argent rend débrouillard et ingénieux. Du coup, on se sert dans les ressources présentes dans le donjon. Plantes et monstres. Évidemment, ils ne vont pas se laisser faire sans broncher. C'est un petit groupe soudé, mais aux avis divergents, et c'est souvent amusant à observer. Ils restent néanmoins tout à fait complémentaires. L'action est bien au rendez-vous, l'exploration toujours pleine de surprises et des recettes familières ou procédés de cuisson sont revisités de façon astucieuse et ma foi, donne l'eau à la bouche. C'est de la
pédagogie nutritionnelle ou comment faire passer des notions de diététique et de base d'hygiène grâce à la fantaisie. Et comme le dit très sérieusement Senshi, la malnutrition est un ennemi bien pire que n'importe quel monstre du donjon. La cover donne le ton avec cet humour décalé et franchouillard. Le dessin est tout à fait approprié et bourré d'humour et de trouvailles. J'ai découvert ce titre grâce à ma petite dernière que j'entendais pleurer de rire en le lisant et je l'ai exploité davantage en regardant son animé sur Netflix qui est également d'excellente facture. 14 tomes achevés chez Saka, de quoi divertir et se régaler sans restriction. Conseillé à partir de 13 ans. Voici donc ce que vous trouverez dans ce tome. Hop. Je vous mets ça au hasard. Hop. Je vais essayer de vous trouver une petite recette. Est-ce qu'on peut trouver... Quand même, c'est pas mal au niveau du dessin. Une petite recette, une. Tac, 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 tac. Voilà. Qui aurait cru qu'il y avait des mollusques dans une armure? C'est plein de trouvailles et franchement c'est très sympa. On s'ennuie pas, c'est pas redondant. Vraiment ils arrivent à exploiter le processus, le procédé. Franchement c'est sympa et on arrive au bout de notre quête. Donc franchement n'hésitez pas. Glouton et Dragon de Ryoko Kui chez Saka Édition. Dans les apparitions, on trouvera aussi les dragons de The Ancient Magus Bride. Là aussi, les dragons ne sont pas au cœur du récit, mais Korei Yamazaki leur a néanmoins fait une place non négligeable dans son shonen qui nous fait passer en revue le folklore anglo-saxon principalement. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur cette autrice exceptionnelle, je vous invite à regarder l'interview que j'ai réalisée l'année dernière lors de la parution de sa 3e série française chez Komiku, Ghost and Witch. Pour faire court, on découvre Chise, une jeune japonaise maudite par sa mère et de naissance, une Slay Vega qui attise l'appétit de toutes sortes de créatures fantastiques et comme toujours, c'est par une économie souterraine douteuse en Angleterre qu'elle se retrouve vendue à une créature ancienne et mystérieuse, le sorcier des ronces, Elias. Mais contrairement à ce à quoi on aurait pu s'attendre, Elias, l'ayant prise officiellement pour épouse, la forme d'abord aux arcanes du monde invisible et à gérer sa magie rétive. Les sentiments viendront par la suite. C'est lors du tome 7 que nous retrouverons les dragons au cœur de l'action. 2 jeunes dragons sont enlevés en leur pays et leurs gardiens Lindel et Zabwa. Elias, Chise et Ruth, son familier, reviennent là où tout a commencé. On a également l'occasion dans le tome 8 de poursuivre la connaissance de Nevin, le dragon multicentenaire si apaisant et sage. Là encore, des animés de qualité de Wit Studio sont disponibles. Si vous voulez creuser un peu sur cette série, j'en ai fait une vidéo ici. Conseillé à partir de 13 ans. Je nous ai gagné du temps et je vous ai retrouvé la page qui correspond à l'apparition de Nevin, entre autres. Voilà, qu'on le voit bien. Vraiment le confident et support émotionnel de Chise. Donc toujours une excellente série que je vous recommande chaudement. Mythical Beast Investigator, shonen en 2 volumes que je souhaitais vous faire découvrir bien que les dragons fassent ici des apparitions éclairs. Une équipe de 3 artistes aux manettes, Ayasato Keiji au scénario, Oshino Koichiro au dessin et Yak au chara-design. Une histoire mystérieuse avec Feli, une toute jeune inspectrice des créatures légendaires et son intriguant garde du corps, Kushna, un limpanoir des plus puissants.
Ici, on passe en revue le bestiaire folklorique occidental au fur et à mesure de leur pérégrination. Le récit est tantôt poétique ou sous tension. Feli ayant à cœur d'éviter le conflit interespèces et justement, on débute le premier tome avec une vouivre enragée. Le dessin est magnifique et ces 2 volumes se suffisent à eux-mêmes, bien que l'histoire était tout à fait appelée à s'approfondir, notamment concernant le background des personnages et de leur organisation. Le manga, publié chez Ototo, est issu d'un light novel exclusivement disponible en version originale, conseillé à partir de 11-12 ans. Donc voilà, je vous ai sélectionné la page sur la vouivre. On voit, c'est très bien dessiné, hein. On reconnaît bien l'animal. Et puis, je vais vous montrer Feli et son lapin noir tout à fait mystérieux. Donc elle est tout à fait mignonne et lui, eh bien, il dégage vraiment de la puissance. Et puis voilà, il se passe plein de choses. Elle enquête, elle essaye de ménager toutes les susceptibilités. La vouivre, elle est vraiment énervée. C'est franchement, vous voyez, et on voit, hop, elle essaye d'être dans le respect de l'animal, même s'il est énervé, il a des raisons de l'être. Donc on est piano, on est calme. Et toujours le fameux lapin noir. Donc, franchement, c'est très joli. Vraiment, c'est un joli titre. Et en 2 tomes, une duologie nickel chez Ototo. Pourquoi se priver? Dans la série Les Apparitions, Frieren, chef-d'œuvre shonen incontesté de la fantasy manga, on y découvre la suite des aventures de cette elfe taciturne à qui ses compagnons déjà décédés ou sur le point de l'être manquent. Elle entame donc un périple vers le château du roi des démons pour mettre la main sur un grimoire fabuleux qui lui permettrait de converser à nouveau avec ses chers disparus et étouffer ses regrets lancinants. Sa route lui fait croiser sa première apprentie, Fern, puis Stark, combattant et disciple du nain Aizen, sa vieille connaissance. Le jeune homme a maille à partir avec un redoutable dragon et Frieren va lui prêter main forte pour le terrasser. Cette rencontre a lieu au 2e tome. Un incontournable du schéma narratif tout en introspection et en contre-pied de la glorification héroïque. Comme quoi, on apprend toujours de ses erreurs à tout âge et que si l'on est un peu modeste, on continue de grandir. Et bien sûr, je ne saurais que trop vous conseiller l'animé associé de grande qualité, disponible entre autres sur Netflix, Crunchyroll et Amazon Prime, conseillé à partir de 13 ans. Donc maintenant, on va parler des Permanents de l'ombre avec L'héritière du dragon, paru en mars de cette année. Et ce titre est la 2e œuvre française d'Asuka Ichii, dont j'ai découvert les talents de conteuse et d'illustratrice dans l'île entre 2 mondes dont je vous parle dans ma vidéo Ici une merveille. Ce seinen de mystère et de légende se focalise ici entièrement sur les dragons. Shanli a été recueillie dans la forêt par un homme sage et entretient des relations privilégiées avec toutes sortes d'animaux. Passionnée par les dragons, elle est courageuse, spontanée et a le sens de la justice. C'est à l'occasion d'une commémoration légendaire que sa meilleure amie se trouve touchée par la malédiction draconique, à cause du pouvoir enfoui en elle. Il n'y a donc pas de hasard. Déterminée à la sauver, Shanli part en quête d'un remède. L'intrigue de base est somme toute classique, mais l'autrice prend le temps d'installer son univers et fait osciller le lecteur entre ambiance mélancolique et enjeux majeurs. Les potentiels de développement sont certains et le trait fin, détaillé est un régal. Bref, on est magnifiquement au cœur de notre sujet avec ce titre prometteur, conseillé à partir de 13 ans.
Donc, une couverture bien colorée. Et hop! Voilà, elle adore, hein, elle dessine, elle grave, elle est proche des animaux. Elle essaye, elle aussi, de créer le lien, de faire l'équilibre, de garder l'équilibre entre les hommes et les animaux fantastiques. Mais elle a aussi ses amis parmi les hommes. Voilà. Mais évidemment, on tombe toujours sur des pourritures qui fichent le bazar. Et après, c'est les héros qui sont obligés de s'y coller et parfois de donner un peu trop de leur personne. Donc c'est un titre qui est prometteur et c'est paru chez Glénat, donc d'Asuka Ichii. Très très bien. Luca, vétérinaire draconique de Yuna Hirasawa chez Glénat. Un titre cher à mon cœur car j'ai un attachement particulier à son autrice Yuna Hirasawa, déjà aux commandes du SF philosophique Terrarium, toujours publié chez Glénat. Ici, elle nous fait le cadeau de proposer une histoire riche aux héroïnes déterminées et offre un prisme inédit, celui de vétérinaires exclusivement draconiques. Luca ne choisit pas la facilité en voulant suivre les traces de son père, vétérinaire militaire, disparu au combat et décrié dans le milieu. Mais elle tient bon, reste fidèle à elle-même et surtout à ses principes, quitte à se heurter à ses camarades ou au cadre de l'Académie Conir. Yuna Hirasawa a eu à cœur de se faire conseiller par un ami vétérinaire pour tenter de transposer au mieux les caractéristiques anatomiques et médicales draconiques, grâce à des illustrations détaillées et à un astucieux relevé de devoirs sur table plus vrai que nature. Un titre que je vous recommande chaudement, conseillé à partir de 14 ans. De 5 tomes en cours, prochaine parution en août. Des covers tout aussi colorées les unes que les autres, toujours avec un dragon ou des dragons dessus. Hop, je vais essayer de vous trouver des petites sélections. Voilà, des dragons qui font un peu taxi. Elle y va franco, hein. C'est de la chirurgie. Elle essaye de sauver un dragon là. C'est vraiment, voilà, elle essaye toujours de sauver un dragon. Elle fera toujours le maximum pour les sauver, pour être dans le respect de l'animal. Voilà, parce que ce sont des êtres suprêmes, hein, faut pas oublier. Il y en a qui croient que ce sont des vélos, mais ce sont quand même des êtres supérieurs. Et ils sont tous très 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 différents. Il y en a qui se rapprochent de mammifères, d'autres beaucoup plus de reptiles. Donc voilà, elles donnent vraiment de leur personne et puis elles sont soudées par ce travail quelquefois difficile. Donc je peux vous retrouver ces petites voilà, ces fameux devoirs sur table. Non, c'est très sympa, c'est bien trouvé, le lore est riche. C'est vraiment très chouette, j'aime beaucoup. Et donc on a 5 tomes en cours actuellement. Nouvelle section, les premiers et seconds rôles. Dans cette nouvelle section, on va d'abord parler d'un webtoon qui est devenu un incontournable, La mariée du roi dragon. Toujours disponible sur Webtoon en 100 chapitres tout ronds et en 6 tomes reliés chez Michel Lafon dans leur collection dédiée Siku. Issu du light novel de l'autrice coréenne confirmée Kang Hye-jim, il relate le destin contrarié de Lucina, fille illégitime du baron Berg et bien maltraitée par son environnement. Petite, elle rencontre un majestueux dragon rouge blessé et bénéficiant comme par hasard de l'énergie magique adéquate, elle le soulage. Seul souvenir heureux, elle se retrouve à 20 ans mariée de force au roi de Brion. Seulement,
comme son demi-frère Cupide a eu la bonne idée de profaner la tombe royale du royaume draconique de Taillard, Lucina se retrouve au cœur des négociations et mariée à son roi Akan avant d'avoir le temps de dire ouf. Découvrant tour à tour une toute nouvelle culture et faisant face à des complots de cour, Lucina, maladivement peu sûre d'elle, se doit en plus de porter la descendance royale au risque d'y laisser la vie. Mais Akan va commencer à développer un sentiment de protection pour la jeune femme qui est sa nouvelle famille. L'évolution de Lucina est particulièrement longue, mais ça permet aux multiples rebondissements de nourrir l'intrigue. Les dessins de Seuil Média sont absolument superbes et donc ici aussi, les dragons sont au cœur du récit. Conseillé à partir de 14 ans. De shoujo maintenant, on commence avec Fleur et Dragon du duo Mashidori Sonoko au scénario qui adapte son propre light novel et Ageo au dessin. Publié chez Komiku, il y a 3 tomes en cours, le prochain va sortir en août. On suit Lotus, une jeune fleuriste au modeste pouvoir de création florale. Elle est fascinée par ce jeune chevalier du pays voisin, prisonnier, enfermé dans une cage inébranlable et tente de le soutenir tout en nourrissant son dragon de fleurs magiques pour le maintenir en forme. Mais quand la situation bascule soudainement, Lotus se retrouve emmené par les airs, par Ricardo, ce preux chevalier, vers de nouveaux horizons. On est dans un pur récit romantique où les dragons tiennent une place centrale, en particulier Warwick, le dragon de Ricardo. On s'attache assez vite aux personnages et les rebondissements s'enchaînent. Il y a toujours des empêcheurs de tourner en rond, à commencer par soi-même, dont on peut être le premier ennemi. Un dessin ravissant qui fait la part belle au dragon, parfaitement réalisé. Bref, une lecture détente parfaite. Conseillé à partir de 13 ans. Donc on retrouve toujours le même petit couple sur les covers, Ricardo et Lotus. Là voilà, le dessin est très joli. Donc elle a commencé à avoir une vie difficile. Elle rencontre Ricardo, elle croyait que c'était un festival que nenni. Elle tombe complètement sous le charme. Hein. Peu importe, parce qu'évidemment il y en a qui lui en veulent terriblement. Il y a quand même des morts des deux côtés. Mais elle essaye de le soulager au maximum. Et on va essayer de voir Warwick aussi. Là. Et hop là. Tac. Et voilà, tout d'un coup elle se retrouve dans les airs, un peu sans crier gare. C'est donc chez Komiku, premier tome, il y en a 3 en cours. Deuxième shoujo de la liste, les Chroniques d'Aspharéo, publié chez Akata de Shiki Chitose en 9 tomes achevés. Au royaume d'Aspharéo, l'équilibre météorologique tient grâce au pouvoir du dragon bleu. Le manque d'eau se faisant sentir, une nouvelle prêtresse, Roukoul, est choisie pour servir cette créature des plus caractérielles. En plus de gérer une personnalité en souffrance, Roukoul porte le ressentiment de sa propre famille. Pourtant charmante, un peu gaffeuse, mais pugnace, elle arrive bientôt à adoucir la bête légendaire. C'est à ce moment-là qu'elle découvre le plus grand secret du royaume et de son employeur. Un dessin agréable pour une intrigue où le focus se fait sur le développement de la relation entre le dragon et Roukoul. Certains personnages, pour ma part, je pense, auraient pu être un peu plus développés, mais l'autrice a plaisir à dessiner cet univers et ça se sent. Initialement prévu en un seul one-shot, ce titre est allé jusqu'à 9 volumes, dont un tome 0 qu'il faut garder pour la fin, paraît-il.
L'autrice offre une petite histoire indépendante à chaque fin de tome, ce qui fait découvrir son talent. Une romance qui prend son temps, conseillée à partir de 11-12 ans. Voilà, alors un dragon un petit peu plus dodu, ou alors c'est parce qu'il est couché. C'est vrai qu'il est souvent couché le pauvre, il ne peut pas sortir. Elle est bien mignonne en cool. Et finalement, elle le fait craquer. Oh, mais que va-t-il se passer? Vous le saurez en lisant ce manga. Le garçon et le dragon. Un seinen one shot en grand format qui fait honneur au dessin de l'artiste Hidonaka, publié chez Doki Doki. Débutant comme une fable dans le plus pur style asiatique, on se tient aux côtés de Shitaro, un collégien amnésique qui cache son jeu face à un grand dragon d'eau qui attendait son réveil avec impatience. Ce dragon lui explique que cela fait un siècle que les hommes lui promettent une fiancée et à défaut laissent couler des poupées dans les temps du temple où il vit. Pas très confiant, Shitaro tente de berner la bête en prétextant un retour nécessaire à son domicile. Mais plein de regrets, il revient vers le dragon. Toujours amnésique, le garçon part en quête de sa famille avec son nouveau compagnon qu'il baptise Yamabuki. L'aventure tourne court quand Shitaro retrouve une mémoire glaçante. Mais Yamabuki n'a pas dit son dernier mot. Il y a une vraie dissonance entre le dessin rond, charmant, le chara-design typique du dragon asiatique et le véritable propos du manga. À l'époque de son acquisition, je m'étais fixée sur l'adorable couverture chatoyante. Voilà, adorable couverture chatoyante. Et j'avais souhaité découvrir l'intrigue à la lecture. Je n'étais pas prête. Heureusement, l'artiste offre un réconfort certain par le caractère charmant de Yamabuki, un peu naïf, mais infiniment gentil, patient et attentionné. Il a tant d'amour à donner, lui qui s'est senti seul et abandonné si longtemps. C'est communicatif à Shitaro, qui a vécu l'indicible, mais qui est porté par cet amour incommensurable. C'est triste, émouvant, avec des pointes d'humour et beaucoup de candeur. Un retour à l'enfance dans ce qu'elle a de plus authentique. Et ces deux personnages l'incarnent merveilleusement bien. En revanche, il nous faut de la maturité pour cette lecture que je conseille vraiment à partir de 14 ans. Donc, je vais vous faire une petite sélection. Déjà, ça c'est très joli. Donc, déjà, la rencontre. Tac. Ah là. Le réveil est un petit peu brutal. Et puis après, on part en quête. Ils partent à l'aventure. Voilà. Mais je ne vais pas vous en montrer plus parce qu'évidemment, il faut que vous découvriez par vous-même l'intrigue. Mais il faut être un petit peu préparé. Ouais, c'est un petit peu difficile, c'est dur. Mais sinon, c'est très beau et très triste et très émouvant. L'enfant du dragon fantôme, un autre titre de Komiku de Yukishiro Ichi, de 6 volumes en cours. Dans un monde fantasy, une toute petite fille de 5 ans tombe du haut du ciel dans la forêt de l'abandon, pile sur un vénérable dragon d'âge certain. L'animal attendri décide de la prendre en charge. C'est le début des aventures d'Ève et de Dodo, parce qu'il dort beaucoup. 5 ans passent. Un matin, Dodo ne se réveille pas. En panique totale, Ève déclenche un sort pour le faire revenir sous la forme d'un dragon fantôme. Décidé à pleinement lancer la petite fille dans la vie, Dodo, lui, fait prendre la direction de la ville.
Les préceptes de Dodo sur la vie à mener au milieu des humains sont sans appel. Privilégier les relations, l'argent et la santé. Yule, le gérant d'auberge Roublard et d'autres dragons aideront Ève à s'épanouir pleinement et cultiver sa puissance en devenir. Un titre distrayant au dessin charmant dans la même veine que L'enfant et le maudit ou The Ancient Magus Bride, un duo d'une fille et d'un mentor magique. Komiku est abonné aux séries du Mag Garden et a eu du nez sur cette série draconique également. L'autrice introduit subtilement les notions d'acceptation de l'autre, de respect de la nature, de la résilience dans le deuil. Une petite touche comique par-ci, par-là, menant à la relation entre Dodo et Ève, super touchante, adorable. Le graphisme l'est tout autant, avec cela qu'il est détaillé et l'anatomie des dragons très bien maîtrisée. Un très bon titre que je recommande, conseillé à partir de 12 ans. Hop, petite page de garde. Regardez. Oui, c'est pas tout mignon ça. Voilà. Et puis on avance un petit peu dans l'histoire. Et non, Ève ne veut pas le laisser partir. Donc Dodo reprend son baluchon et il va s'occuper de la petite fille. Je vais essayer de vous montrer des images voilà, de Yule. Et puis d'autres dragons. Par exemple, ici. Voilà un dragon de la connaissance de Dodo. Et puis j'ai bien aimé aussi le petit détail sur le titre. La petite tête de dragon sur le titre. Voilà, c'est très sympa. C'est super mignon. Moi j'adore la... Ouais, c'est très très beau. Et puis Ève, elle est tellement chouquette. Bref, un joli petit titre qui parle parfaitement du sujet du jour. On touche à la fin de cette vidéo avec le tout nouveau titre Cats and Dragons, publié chez Doki Doki, un combo qui remportera certainement un vif succès auprès des lecteurs tellement qu'il y en a déjà 12 tomes au Japon. Mais focalisons-nous sur le pitch. Dans une forêt magique, un dragonneau solitaire est élevé au milieu de la portée de chaton d'une belle chatte capable de magie. Tout ce petit monde grandit paisiblement jusqu'au jour où la mère chat se volatilise sous leurs yeux, invoquée par une sorcière. Presque adulte, la portée se disperse, mais le dragon reste sur place, veillant sur les migrations et portées des chattes de la famille venant mettre bas sur le site originel. Mais un jour, des braconniers vinrent exterminer les chats pour leur fourrure. Le dragon, fou de rage, mena une expédition punitive dans le royaume en interdisant à quiconque de s'en prendre aux chats. Mais un jour, un de ses petits protégés se prit d'affection pour le petit prince et se mit en tête de l'aider dans l'apprentissage de la magie. Un accord fut conclu entre le roi et le dragon-chat pour créer des binômes vertueux, les chats devenant un atout respecté. Voilà, c'est une assez longue mise en situation. Hormis une idée de base mignonne, le souci vient de la récurrence du propos avec ce titre. On enchaîne les histoires et ça tourne en rond. Ce n'est pas forcément super drôle en plus, c'est toujours la même histoire entre un humain et son chat familier, de génération en génération. Du coup, on a du mal à s'attacher au personnage. Je me demande comment on en arrive à 12 tomes. Vous voyez où je veux en venir, quoi, hein? La mignonneté a ses limites et je me suis assez ennuyée sur ce premier tome. Par contre, un animé se profile à l'été 2026, peut-être que ce sera plus digeste sous ce format-là. Donc voilà, des chats, plein de chats, bien mignons, mais ça fait beaucoup de chats. Donc le dragon qui s'énerve,
C'est un peu mélangé, hein. Le Petit Prince et le chat. Hop, on revoit le dragon. Tac. Le dragon sous sa forme. Ah oui, le dragon avec la première portée et la mère chat. Ça, c'est le début de l'histoire. Ils s'en vont tous. La mère chat a disparu. Je vous épargne les braconneurs. Le dragon sous sa forme de chat. Et puis aussi, en parallèle, il y a cette histoire entre la mère chat et la sorcière qu'il a invoquée. Bon, c'est assez fouillis, c'est un peu mélangé. Il y a tellement de chats et de générations de chats. On a quand même un chat qui sort un petit peu du lot, c'est Obsidienne avec ses frères et sœurs qui chassent un ours. Et lui, il en a chassé un tout seul. Donc, il est amené à s'occuper du Petit Prince suivant, de l'autre génération. Voilà. Mais bon, franchement, ouais, je trouve que ça tourne en rond, que c'est redondant. Ça a beau être mignon, en fait, on n'arrive pas vraiment à s'attacher. C'est dommage, on finit en demi-teinte sur ce titre. Et bien voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. N'hésitez pas à me partager votre enthousiasme et votre retour dessus. Il y a d'autres titres qui traitent du sujet. Contribuez à la banque de données de la commu, n'hésitez pas. Et puis, n'hésitez pas non plus à découvrir les vidéos que j'ai mentionnées ici. Vous trouverez les liens en description. Envoyez-moi plein de force, vous connaissez la procédure. Merci à mes fidèles, merci aux nouveaux abonnés. Et si vous débarquez, bienvenue. Vous allez avoir de quoi poncer le sujet manga avec mon style inimitable. À la prochaine, cordialement vôtre.